Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par le CNFCE. Au CNFCE, notre mission est de vous accompagner dans vos enjeux de développement en transformant les ambitions de vos collaborateurs en réussite concrète. Aujourd'hui, nous explorons une thématique essentielle de l'intelligence collective, la créativité comme force cachée des profils hypersensibles en entreprise. Loin d'être une fragilité, ce trait est un levier d'innovation majeur pour vos organisations. Pour approfondir le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélia Monaco, coach, formatrice en soft skills et auteure qui va partager avec vous son expertise sur la valorisation de ses talents. Vous aurez la possibilité tout au long de ce webinaire de pouvoir poser des questions via la question de session-réponse en bas à droite de votre écran. Elle pourra y répondre directement. Et écoutez, Aurélia, je vous laisse la parole. Super, merci beaucoup Wendy. Merci à Merci à toutes vous. pour votre présence et votre intérêt sur le sujet, la créativité, sur le prisme de l'hypersensibilité. Donc la créativité, la force cachée des hypersensibles. Donc comme le disait Wendy, je suis Aurélia Monaco. Je suis auteure du livre J'assume mon hypersensibilité. Je suis coach professionnel certifié, formatrice sur des sujets liés aux soft skills, à l'intelligence émotionnelle, à l'équilibre vie pro, vie perso. J'ai précédemment été avocat dans les RH internationales. Donc, j'ai aussi l'expérience, on va dire, de la vie en entreprise avec le recul aussi d'un profil plus consultant et formateur qui me permet d'approfondir et d'accompagner les collaborateurs sur des sujets plus liés au personnel et à l'émotionnel. Et donc, je suis ravie de vous parler aujourd'hui du sujet de l'hypersensibilité dont on entend quand même assez souvent parler sans pour autant savoir de quoi il s'agit. Donc, on va échanger aujourd'hui sur cette hypersensibilité et aussi sur, pour moi, sa plus grande force, l'une de ses plus grandes forces qui est la capacité à créer et à innover. Alors, Wendy vous a déjà présenté le CNFCE, mais rapidement, voilà, le CNFCE, c'est plus de 39 000 professionnels qui ont été formés en 2024. Vous avez un catalogue très riche avec pas mal de formations sur des sujets variés et notamment sur les soft skills avec plus de 50 thématiques sur tous les secteurs. Donc, le déroulé de notre webinaire qui va durer 45 minutes, on va avoir à peu près 30 minutes sur du contenu que je vais vous présenter tout de suite et 15 minutes de questions-réponses. Donc, pendant le webinaire, surtout, posez vos questions dans le chat. Wendy ensuite va les synthétiser et je vais pouvoir y répondre à la fin du webinaire. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est trois choses. La première, ça va être de définir qu'est l'hypersensibilité, ce qui me semble quand même important parce qu'on entend beaucoup de choses au sujet de l'hypersensibilité. Et donc, on va essayer de clarifier ensemble les caractéristiques de l'hypersensibilité. Ensuite, on ira justement sur le sujet de la créativité. Qu'est-ce que la créativité et pourquoi finalement les hypersensibles seraient créatifs? Et enfin, on ira sur une piste de justement d'action. Comment faire de cette force une ressource professionnelle dans les entreprises, pour les entrepreneurs et de manière générale pour les équipes. On verra du coup les principaux obstacles que l'on retrouve au déploiement de cette créativité et les leviers au déploiement de la créativité des hypersensibles avec des cas concrets tirés d'expériences d'accompagnement que j'ai pu accompagner justement pour des profils hypersensibles. Alors, on va commencer par le premier thème. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Alors, je sais que si vous êtes inscrite, le sujet doit vous parler. Peut-être même vous sentez-vous hypersensible. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est dans le chat de me définir peut-être l'hypersensibilité par des mots-clés. Qu'est-ce que pour vous est l'hypersensibilité? Quelles seraient ses caractéristiques? Je vous laisse peut-être partager, sachant que je ne crois pas pouvoir voir les réponses. Donc, Wendy, ah si, je les vois. Oui, je les vois. Alors, Bon, nous avons une réponse émotivité oui, et une seconde empathie, éponge émotionnelle. ok. Donc, très en lien avec l'émotionnel. Parmi les personnes qui sont présentes ou parmi les personnes qui ont déjà répondu, est-ce que vous voyez d'autres choses, d'autres éléments que la partie liée à l'émotivité quand on parle d'hypersensibilité et quand on parle aussi de créativité pour les hypersensibles? Qu'est-ce qui pourrait être caractéristique d'après vous de cette hypersensibilité?
Donc, on a fonctionnement différent du cerveau. N'hésitez pas à préciser ce que vous entendez par différent. Ça peut être intéressant. On parle de ressenti aussi exacerbé dans certaines situations. Et en lien avec la créativité, est-ce qu'il y a des choses aussi qui vous viennent comme ça, peut-être spontanément? Alors, l'exigence envers soi-même. Je vais de toute façon vous définir toutes les caractéristiques juste après. Une façon de voir le monde différent. Super. En tout cas, merci. N'hésitez pas à continuer à échanger dans le chat. Ça va permettre de nourrir les échanges pour que je puisse répondre vraiment plus précisément à vos questions. Alors, au niveau de l'hypersensibilité, on a 5 caractéristiques que je vais vous présenter. Mais avant de vous les présenter, dites-moi, d'après vous, toujours dans le chat, quel serait le pourcentage de personnes hypersensibles d'après vous? Comme ça, au hasard. Donc, on a 10%, 25%, 40%. Est-ce qu'il y a d'autres 5%? Donc, le pourcentage ici le plus bas, c'est 5%, le pour 40%. Eh bien, au niveau des dernières études, donc on sera à 31% de personnes hypersensibles. C'est une étude pardon, d'un chercheur italien en bioéthique qui date de 2018. Donc, 31% des personnes seraient hypersensibles avec une proportion égale entre les hommes et les femmes. Donc, ça fait à peu près un collaborateur sur 3 ou un professionnel sur 3, ce qui n'est pas négligeable. Bien sûr, l'hypersensibilité, je vais la définir, mais le fait d'être hypersensible lorsque l'on est hypersensible ne veut pas dire que l'on est hypersensible de la même façon pour chaque personne. C'est un prisme. Et donc, sur ce prisme de la sensibilité, on a des personnes qui sont hypersensibles, donc plus sensibles que la moyenne, 31%, mais au sein même de ces 31%, bien sûr, il y a une évolution de la sensibilité. Certains le seront plus que d'autres. Et pas une étiquette. Je sais que beaucoup de personnes ont tendance à dire ça, que c'est une étiquette et que ça va être quelque chose qui va tout excuser. Non, c'est une façon de se comprendre. Et comme chez les animaux, comme dans la flore, dans la faune, on a des végétaux, on a des animaux qui vont être plus sensibles que d'autres. Bah, chez les humains aussi, on a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres. Et donc, je vais vous présenter les caractéristiques. Donc, on a 5 caractéristiques. Donc, vous avez participé dans le chat, merci, sur les sujets liés à l'intensité, en tout cas à l'émotionnel, au fait d'être une éponge, éventuellement d'avoir un cerveau qui fonctionnerait différemment. Donc, vous avez pas mal de réponses qui sont assez correctes et je vais vous partager du coup les 5 caractéristiques. Alors, la première, effectivement, c'est lié à l'émotionnel. C'est souvent le sujet phare quand on parle d'hypersensibilité. J'aime bien rappeler que tout être humain a des émotions. Ce n'est pas le monopole des hypersensibles. Ce qui va différencier, on va dire, les profils hypersensibles va être l'intensité avec laquelle va être vécue l'émotion. Donc, l'émotion va être plus intense. Il y a des études qui montrent aussi que l'émotion va durer plus longtemps et que le seuil de réactivité à une situation, donc la réactivité émotionnelle, est plus bas. Donc, la personne qui est hypersensible va réagir plus intensément, plus longuement et plus rapidement à des stimuli émotionnels, qu'ils soient extérieurs, par exemple une situation à l'extérieur, qu'ils soient aussi intérieurs, des émotions qui sont générées par exemple par ses propres pensées. Donc, on a tout le sujet de l'intensité émotionnelle qui, en soi, est un sujet à part entière parce que le fait d'être hypersensible ne signifie pas forcément d'être intelligent émotionnellement. Parce que l'intelligence émotionnelle qui a été développée par Goldman, c'est un socle de compétences parmi lesquelles on a notamment la gestion du stress. Et quand on est hypersensible, on peut notamment avoir des difficultés à gérer son stress. Donc, l'intelligence émotionnelle est une des compétences à développer pour apprendre à maîtriser son intensité émotionnelle. Donc ça va être la première caractéristique. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais si vous avez des questions, posez-les dans le chat pour que je puisse y répondre juste après. La deuxième caractéristique, on va parler d'hyperesthésie ou d'hypersensorialité. Donc là, on est au niveau des sens, des 5 sens. Et les profils hypersensibles ont ce qu'on appelle un défaut d'inhibition latente, c'est-à-dire qu'ils vont être activés au niveau sensoriel avec beaucoup moins de filtres que les autres personnes. Donc, c'est un petit peu comme s'ils avaient moins de barrières au niveau sensoriel entre leurs sens et les stimuli extérieurs. Donc, ça peut être souvent le sens qui est le plus développé chez les personnes hypersensibles, c'est l'audition. Donc, vraiment une capacité à percevoir, à entendre des sons très, très fins.
Ça peut être aussi visuel avec une hyperesthésie visuelle, avoir par exemple besoin d'avoir un environnement autour de qui soit assez neutre, pas trop de stimuli visuels parce que ça peut vite saturer le système nerveux. Ça peut être aussi l'odorat, le goût et aussi le toucher. Les profils hypersensibles sont souvent kinesthésiques. Donc, le côté hyper-esthésique, l'hypersensorialité va faire que ces personnes hypersensibles vont recevoir des stimuli sensoriels avec une amplitude plus grande et une subtilité plus grande que les personnes qui ne sont pas. Ce qui peut amener à des moments très positifs, comme de la contemplation, comme vraiment un lien très fort avec ses sens, mais aussi négatifs dans des environnements qui sensoriellement ne sont pas adaptés aux personnes hypersensibles, avec par exemple beaucoup de bruit, avec des lumières très fortes, des odeurs désagréables, etc. Donc ça, c'est l'hyperesthésie. Et on a aussi dans des tests qui sont faits chez les hypersensibles pour identifier si on a un profil plutôt hypersensible émotionnel ou hypersensible sensoriel, ou les deux. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une tendance un peu plus forte, être plutôt submergé quelque part par l'émotionnel ou par le sensoriel. Sachant qu'évidemment, je présente ces caractéristiques de cette façon, mais ce ne sont pas 5 tiroirs puisque nos émotions génèrent des sensations, nos sensations génèrent des émotions, donc tout est intriqué quelque part. Donc, n'hésitez pas dans le chat, pareil, à partager si vous avez des exemples sur ce sujet au niveau sensoriel, des thématiques qui vous viennent à ce sujet. La troisième caractéristique est l'hyperempathie. Il y a des études faites sur les hypersensibles qui montrent que leurs neurones miroirs, qui sont des neurones que nous avons tous, qui nous permettent de nous connecter à l'autre ou d'apprendre quelque chose par mimétisme, ces neurones miroirs vont en fait s'activer plus rapidement et plus longtemps. De ce fait, les personnes hypersensibles sont naturellement empathiques, mais sont surtout hyper empathiques. C'est un petit peu ce dont vous parliez dans le chat par rapport au côté éponge émotionnel. Donc, elles n'ont pas nécessairement besoin, et même pas du tout besoin souvent, de se mettre à la place des autres. Elles ressentent ce que les autres ressentent. Elles sont très connectées à leurs émotions, à leur niveau intérieur de stress, aux environnements, aux énergies des lieux. Il y a vraiment cette porosité avec l'environnement, quel qu'il soit, et avec les autres personnes. Et donc, elles vont être souvent impactées par les émotions des autres personnes. Si quelqu'un est très heureux, ça peut effectivement, si la personne est suffisamment bien aussi, lui générer un shot un peu d'émotions positives, de dopamine. Si quelqu'un est très stressé, ça peut l'impacter fortement, voire faire en sorte qu'elle se referme parce qu'il y a vraiment cette porosité à l'environnement. Cette hyper-empathie, très liée au neurone miroir, quelque chose de neurologique qui peut s'adapter avec des méthodes pour réussir à poser des limites, choisir son environnement, apprendre à se protéger. Mais finalement, c'est quelque chose qui vient avec l'hypersensibilité. Donc, j'ai envie de dire que si ça vous parle, si vous vous sentez concerné, ça ne sert à rien de lutter contre cette hyper-empathie parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui vont essayer de se fermer, mais au point même d'être fermés avec eux-mêmes. Donc, tout le sujet quand on est hypersensible, c'est de se recentrer sur ses émotions, ses sensations, parce qu'en fait, comme on le voit ici, il y a une surcharge d'informations qui vient de l'extérieur, au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, au niveau interpersonnel. Et donc, ça peut surcharger l'hypersensible qui peut être épuisé. Donc, l'hyperempathie, c'est bien sûr aussi une force. En général, ce sont des personnes qui ont des valeurs très fortes, un système de valeurs très fort au niveau de la justice, de l'égalité, de la collaboration, qui aiment en fait l'harmonie, que les relations se passent bien, qui aiment rendre service, qui aiment faire plaisir, qui peuvent être aussi beaucoup investis dans des professions de l'ordre de l'accompagnement, du soin, etc. Donc tout le challenge sur cette hyperempathie, c'est de réussir à canaliser son hyperempathie pour ne pas s'épuiser et ne pas être un peu dans le syndrome, on va dire, du pompier qui aide tout le monde et qui s'oublie. Voilà, dites-moi aussi pareil dans le chat si ça vous parle, ce sujet. La quatrième caractéristique, c'est le traitement en profondeur des informations. Donc également sur ce sujet, on a pas mal d'études qui ont été faites qui montrent que les personnes hypersensibles vont vraiment aller dans la profondeur au niveau des informations. Elles ont besoin de comprendre, elles ont besoin de sens et elles vont, même après avoir traité l'information, leur cerveau va continuer à processer cette information, même pendant leur sommeil, de manière plus longue que les personnes qui ne seraient pas hypersensibles. Donc, il y a
vraiment cette volonté d'anticiper les conséquences, de faire le bon choix sur une situation donnée avec deux options. Ce sont des personnes qui vont vouloir en fait toujours peser le pour et le contre pour choisir la meilleure solution d'après elles. Ce sont des personnes, du coup, qu'on peut retrouver dans des postes, par exemple, de juristes, d'architectes, de chercheurs. Alors, pas que, hein, mais ce sont des exemples où le traitement en profondeur des informations va être aussi canalisé parce que cette stimulation intellectuelle va être nourrie. Dans la vie quotidienne et personnelle, ça peut être parfois plus difficile à vivre parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle une rumination mentale très forte, avec des pensées boucles, presque obsessionnelles, voire une volonté de contrôle absolu et donc des difficultés parfois à prendre des décisions avec cette surinvestigation du mental et l'envie de faire le bon choix. Et la dernière caractéristique, c'est le sens du détail, le perfectionnisme. Je dirais aussi l'amour du beau, du détail, de la nature. Ce sont vraiment des personnes qui vont avoir aussi une pensée plutôt sur du détail et en même temps une pensée qu'on va qualifier, on le disait dans le chat, différente, un peu divergente. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'études sur ce sujet, on remarque quand même que les profils hypersensibles vont avoir des pensées en arborescence qui ne vont pas être linéaires, vont faire des liens avec différentes thématiques. Donc, plutôt que de penser A, B, C, D, E, F, etc., elles vont penser A, G, Z et elles vont faire des liens entre des sujets. Et elles vont aussi approfondir certaines choses avec ce sens du détail qui est exacerbé, un perfectionnisme qui peut aussi donner de l'hyper-exigence et une pensée qui va être plutôt long terme, une pensée un petit peu vers la finalité. Donc, ce sont des personnes qui ont une vision plutôt large, même si elles ont le sens du détail, mais dans l'action, elles vont voir quelque part le produit fini, elles vont voir l'objectif final et elles vont avoir au moins une pensée un petit peu pragmatique, opérationnelle. Bien sûr, ce sont des tendances et chaque personne aussi est différente, mais ce sens du détail peut effectivement donner beaucoup de perfectionnisme, d'hyper-exigence. Donc, ce sont des personnes qui sont hyper investies dans leur travail, quel qu'il soit. Donc, voilà pour les caractéristiques de l'hypersensibilité. Alors, en France, il y a peu d'études qui sont faites sur l'hypersensibilité. Quand je parle d'études, ça va être des études cliniques type des IRM, etc. Aux États-Unis, il y a Bianca Acevedo, il y a également Hélène Aron et son mari qui travaillent beaucoup sur les sujets, qui font beaucoup de recherches justement cliniques scientifiques. Et donc, on a des preuves scientifiques qui montrent que on a des activations qui vont être plus fortes dans les zones du cerveau. Chez les personnes hypersensibles, c'est les zones qui vont être liées à l'attention, à l'intégration sensorielle, à l'empathie et à la planification d'action. On a notamment montré à ces profils des photos de personnes heureuses, malheureuses, avec différentes émotions. Certaines personnes étaient des personnes que les personnes hypersensibles connaissaient, par exemple leur conjoint, et d'autres personnes étaient des personnes qu'elles ne connaissaient pas. Et on a fait cette étude avec des hypersensibles qui voyaient ces photos et avec des personnes qui n'étaient pas hypersensibles qui voyaient aussi ces photos à des non proches. Et on remarque que chez les hypersensibles, il y a une activation au niveau du cerveau qui va être presque tout aussi forte lorsqu'elles voient quelqu'un avec une émotion, qu'il s'agisse d'une personne qu'elles connaissent ou qu'elles ne connaissent pas. Alors que chez les profils qui ne sont pas hypersensibles, ça va être plus activé quand ce sont des proches. Il y a vraiment cette connexion au monde qui est assez forte, des zones particulières au niveau cérébral, avec, en fonction de l'enfance, si l'enfance a été plutôt sécurisante, on constate que les hypersensibles vont avoir une sensibilité positive à l'âge adulte. Si l'enfance a été insécurisante, je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas forcément le sujet, les adultes hypersensibles vont avoir beaucoup plus de difficultés à gérer leur stress. Et les zones du cerveau qui viennent réguler le stress vont avoir beaucoup plus de difficultés à s'activer. Un chercheur aussi sur ce sujet qui considère que les enfants hypersensibles sont des orchidées quand les autres sont des pissenlits et les orchidées, du coup, vont avoir besoin de beaucoup plus de soins, d'attention, etc. Donc voilà pour le cadre de l'hypersensibilité. Même si c'était un petit peu détaillé, ça me semblait important de vous le partager pour que vous puissiez savoir de quoi on parle quand on parle d'hypersensibilité. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous voudriez ajouter, des partages? Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr les mettre dans le chat. Je vous laisse peut-être écrire si vous le souhaitez. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, ça semble vraiment très clair. Super, merci. Alors,
On va aller sur la deuxième partie, justement, puisque mon hypothèse et le choix que j'ai fait enfin, que nous avons fait pour ce sujet, c'est d'axer l'hypersensibilité en lien avec la créativité, qui vraiment, pour nous, est la force des hypersensibles. Et c'est une force qui est souvent sous-estimée en entreprise et dans le monde professionnel. On connaît beaucoup d'artistes qui sont hypersensibles. Et effectivement, on peut voir dans le milieu artistique à quel point l'hypersensibilité, la sensibilité est une force pour toucher les cœurs, pour créer des œuvres, etc. Dans le milieu professionnel et notamment dans les entreprises, l'hypersensibilité est mal vue parce que la sensibilité en elle-même est déjà vue comme un souci à régler. Donc, il y a un gros travail à faire sur la sensibilité, sur ce que c'est. Étymologiquement, c'est le fait d'être connecté à ses sens. Donc, c'est quelque chose de naturel, aux émotions, etc. Donc, la créativité et l'hypersensibilité, comment en faire une force dans l'entreprise, dans aussi les créations entrepreneuriales. Donc, c'est un petit peu le sujet de ce webinaire. Et ce que je vous propose, c'est déjà de définir la créativité. Alors, avant de vous partager ma définition, si vous le souhaitez, je vous laisse peut-être dans le chat indiquer pour vous un mot-clé sur la créativité, sans forcément chercher à le définir, mais qu'est-ce que la créativité pour vous? Je vois qu'il y a des réponses, désolée, parce qu'en fait, je ne vois pas les questions en même temps. Inventivité, imagination, super. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous viennent par rapport à cette définition de la créativité? Sortir des sentiers battus, oui, super. Trouver des solutions, effectivement. Nouveauté, donc on a vraiment ce côté innovation, sortir du cadre, être force de proposition, donc ça est très juste. Et je vais vous présenter la définition que je peux vous proposer sur la créativité, qui est effectivement la capacité à imaginer, à générer, à produire quelque chose de nouveau et de pertinent. Que ce soit une idée, une solution, un objet, une méthode, une manière différente de voir le monde. Comme je vous le disais, ça ne se limite pas à l'art. Ça existe dans la science, l'entrepreneuriat, la résolution de problèmes, comme vous le disiez justement, et la vie quotidienne et bien d'autres domaines. Ce qui me semblait important, c'est de préciser que la créativité, en fait, est nécessairement manuelle. Elle n'est pas nécessairement artistique et elle consiste aussi à créer de nouveaux possibles, quel qu'il soit. Ça peut être une présentation PowerPoint dans votre entreprise, un process différent, une décoration. C'est vraiment très, très large et il y a un premier levier à déverrouiller pour faire de sa créativité une force, c'est de déconstruire cette notion de créativité. Moi-même, comme je vous le disais précédemment, j'étais avocate, donc j'étais vraiment dans un cadre réglementé. Je travaillais en fiscalité, donc beaucoup de dossiers, de déclarations de revenus, de fichiers Excel, etc. Je ne me considérais pas créative. Par la suite, en découvrant mon hypersensibilité, j'ai mis des mots sur certains ressentis et je suis allée les explorer, que ce soit au travers des mots, ce qui m'a amené à écrire mon livre, au travers de créations visuelles, au travers de mon entreprise, de ma marque, toutes ces choses-là, au travers de formations que j'ai pu créer, notamment avec le CNFCE, toutes ces choses-là sont créatives, mais je n'étais pas dans un terrain qui me permettait d'explorer ma créativité et moi-même, je ne m'autorisais pas à l'explorer puisque pour moi, être créatif ou créative, c'était un petit peu une exclusivité pour certaines personnes. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre effectivement que la créativité est transversale. Elle n'est pas uniquement sur une thématique. Et donc, les profils hypersensibles sont notamment créatifs parce qu'en fait, et ça c'est un petit peu ma théorie, et vous me direz dans le chat ce que vous en pensez, c'est que je pars du principe qu'on ne peut pas recevoir autant d'informations pour les garder et ne rien en faire. Ça, c'est un petit peu le postulat de base. C'est un petit peu une sorte de théorie entre l'équilibre de ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. Le fait de recevoir autant d'informations sensorielles, émotionnelles, mais aussi cérébrales, eh bien, quelque part, c'est aussi pour les transmuter, créer quelque chose. Pourquoi? Notamment parce que les hypersensibles vont avoir ce qu'on appelle une ultra-perception, un sens poussé des choses, du détail. Ils vont souvent avoir des coups d'avance, notamment professionnellement, sur ce qui va se passer dans le futur. Alors, parfois, en entreprise, ça peut être compliqué parce qu'on peut identifier ça comme une volonté de bloquer certaines initiatives, mais en fait, c'est très lié au traitement en profondeur des informations. Donc, les personnes hypersensibles vont anticiper
les conséquences. Et l'anticipation de ces conséquences va leur permettre justement de trouver des solutions en amont de ces conséquences pour les éviter ou pour favoriser certaines situations. Elles vont aussi associer des éléments de manière nouvelle, puisque je parlais de la pensée en arborescence. Donc, elles vont faire des liens qui, pour elles, leur semblent évidents, alors que pour d'autres personnes qui vont avoir une forme de pensée plus linéaire, ça ne le sera pas. Donc, j'aime bien prendre l'exemple de Steve Jobs, même si c'est un exemple très poussé, qui va faire un lien entre l'ordinateur et la calligraphie. Mais ça peut être, je vais vous parler d'autres exemples par la suite, ça peut être un lien entre votre activité et activités plus professionnelles et vous allez pouvoir faire le pont. Pour moi, les hypersensibles sont beaucoup là, en entreprise pour faire les ponts entre justement des relations, pour un petit peu certaines informations et les aménager et les créer avec un regard nouveau. Pourquoi? Parce que les hypersensibles ont à la fois besoin d'un cadre, mais se sentent aussi très vite étouffés dans ce cadre. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'élargir le cadre, de créer de nouveaux cadres, de créer de nouveaux possibles. Et c'est dans ces espaces créatifs qu'elles vont être les il faut qu'elles aient l'espace, et on verra ce qui peut leur en empêcher, de créer ces nouvelles choses. Elles ont aussi des visions à long terme. Elles sont connectées à l'harmonie, à la préservation du vivant, de l'écologie, de l'humain. Donc, elles vont vraiment pouvoir permettre de trouver des solutions qui préservent ces situations à long terme. Évidemment, comme elles ont une empathie exacerbée, elles n'ont pas besoin de faire de formation sur l'empathie. Elles filtrent un petit peu de l'ordre de l'intuition qui leur permettent de ressentir, coller ce qui peut ne pas coller. Donc, elles vont, par exemple, pouvoir améliorer des services clients, des expériences collaborateurs. Voilà, il y a énormément de choses sur lesquelles elles vont pouvoir mettre en pratique leur sens du détail, leur ultra-perception avec des créations. Alors, comment faire de cette force une ressource professionnelle? Alors, je forme beaucoup d'hypersensibilité avec des profils vraiment différents. Que je constate malheureusement, c'est que pour la plupart des personnes hypersensibles, elles n'arrivent pas à déployer leur créativité dans leur vie professionnelle parce qu'elles sont hyper stimulées, parce qu'elles méconnaissent le sujet et parce qu'elles manquent de ressources. L'hyperstimulation, qu'est-ce que c'est? En fait, la surcharge sensible que vivent beaucoup de profils hypersensibles. Ils ont une attention au détail, comme je vous l'ai dit, une hyperesthésie. Donc, ils sont souvent hyperstimulés. Donc, ils ont ensuite une charge sensible trop élevée au niveau de leur système nerveux. Ils sont beaucoup dans le système du stress et pas de la détente, le parasympathique. Donc, ils arrivent rapidement à une saturation nerveuse sans s'en rendre compte parfois parce que depuis l'enfance, ils sont suradaptés. Ils vont alors mentaliser, être dans leur pensée. Ils vont être épuisés, irritables, découragés, ils auront besoin de solitude et c'est un petit peu une spirale de l'hyperstimulation. Et quand on est hyperstimulé, on manque c'est comme si on était un petit peu au sous-sol de nos capacités et on a beaucoup de difficultés à monter dans des espaces plus de l'ordre de la créativité. Donc, le premier levier pour déployer sa créativité, c'est d'avoir des clés concrètes en tant qu'hypersensible pour mettre en place un environnement professionnel qui permette de ne pas être dans cette spirale de la saturation et d'être dans une spirale positive en connaissant ses besoins, en anticipant et en se permettant d'être ressourcé. Ça veut dire poser des limites, ça veut dire non, ça veut dire du temps pour soi, ça veut dire être égoïste dans l'image des hypersensibles, mais qui est simplement de se privilégier et de faire de soi une priorité. L'autre point, c'est la méconnaissance du sujet. Donc, l'hypersensibilité, effectivement, on a vu que ça concernait 31%. Pour autant, les 31% ne sont pas au courant. Donc, il faut comprendre de quoi il s'agit. Il faut aussi sensibiliser en entreprise. Et parenthèse, il peut être aussi associé à d'autres atypies comme le haut potentiel intellectuel, le trouble de l'attention, le spectre de l'autisme. Ce n'est pas nécessairement associé, mais ça peut. Donc,
Si on a plusieurs atypies, on va avoir une fonction vraiment particulière et une façon de voir les choses très différentes. Donc, c'est hyper important de comprendre cela et aussi de mettre en place des rituels, des stratégies pour réguler le cerveau qui fonctionne vraiment différemment et qui peut avoir des besoins forts, par exemple en dopamine, qui parfois besoin va être recherché des mauvaises solutions. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, sachez que voilà, l'hypersensibilité peut aller de pair avec d'autres sujets. Donc, le troisième obstacle, c'est le manque de ressources professionnelles. Donc, on ne sait pas ces profils et surtout, on ne sait pas créer des équipes complémentaires où on va avoir des profils créatifs, hypersensibles, qui vont foisonner d'idées, avec des profils plutôt pragmatiques, opérationnels, qui vont les accompagner à mettre en place ces idées. Parce que si on avait uniquement des profils hypersensibles qui étaient toujours hyper stimulés, beaucoup dans la créativité, et qu'on avait personne pour les accompagner à rendre tout cela possible, ça serait compliqué. Ce qui se passe, c'est que dans les entreprises, on a aussi beaucoup de process et que les process un petit peu de la créativité et qu'on est beaucoup plus dans de l'exécution que dans de la prise de recul. Et donc, malheureusement, les entreprises ne peuvent pas bénéficier pleinement des leviers des personnes hypersensibles. Donc, du coup, ce qu'on peut faire pour en faire une force, eh bien, la première chose, c'est effectivement de s'informer sur le sujet, comprendre de quoi il s'agit, accepter des mises à niveau du contexte professionnel, que ça peut être du télétravail, ça peut être un environnement de travail pour les hypersensibles, etc. Ça va être la formation sur les soft skills. Les personnes hypersensibles, parce qu'elles ont aussi peur du conflit, parfois des difficultés à être assertives. Donc, ça peut être tous ces sujets d'affirmation, de compréhension, de gestion du stress, d'intelligence émotionnelle. Aussi, pour moi, c'est d'intégrer les profils hypersensibles, neuroatypiques dans la gestion des entreprises pour pouvoir appréhender ce sujet sous le prisme de la créativité et du talent, et non pas uniquement de la sensibilité, voire malheureusement de la sensiblerie. Donc, je vais vous partager des exemples concrets de personnes que j'ai eues en formation qui ont justement pu mettre en œuvre leur créativité grâce à leur hypersensibilité. Alors, le premier cas, ça a été une personne qui a souhaité justement créer des ponts dans des formations créées en utilisant sur des formations de gestion du stress des casques d'intelligence pour justement vivre des situations, par exemple, de stress, comme si la personne avait le vertige ou autre, partir de l'expérience de l'intelligence artificielle, faire le pont sur la formation en gestion du stress. Donc, du coup, c'était des formations vraiment atypiques qui permettaient de vivre une expérience. Et ça a été possible grâce à son profil hypersensible, qui est intuitif et qui s'est dit, mais je pense que la meilleure façon, c'est de faire le lien entre ces deux choses. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais précédemment. C'est pas un lien qui est évident d'un point de vue linéaire entre l'intelligence artificielle et la gestion du stress. Et dans l'expérience, dans l'émotion, dans volonté des ponts, eh bien, ça a été quelque chose de très fort qui a permis justement d'avoir des formations sur ce sujet. Une profession ici libérale, d'une avocate vraiment visionnaire qui, du fait de son hypersensibilité, de ses rendez-vous avec ses clients, même s'ils venaient la consulter sur un aspect plutôt commercial ou fiscal, elle avait tout de suite identifié eh bien, les sujets qu'elle allait d'ici quelques années, parce qu'elle avait cette vision long terme associée à son expertise. Donc, en détectant les besoins qui étaient non visibles, elle permettait une offre, ça lui permettait d'avoir une offre plus large. Elle ne se cantonnait pas à l'aspect juridique. Elle leur proposait une offre de pilotage d'entreprise avec un aspect patrimonial, avec un aspect aussi, ce qui rejoint ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire la volonté d'avoir un cadre, mais d'étendre ce cadre. Donc ça, la créativité, c'est aussi par ça que ça va passer, c'est-à-dire détecter les besoins qui sont encore identifiés. Là, on parle d'avocate, mais ça peut être au sein de votre entreprise, d'identifier des besoins qui vont émerger ou qui ne sont pas adressés. Le service public, là, c'est l'exemple d'un binôme complémentaire avec l'élu local et sa collaboratrice. Lui n'étant pas hypersensible, elle l'étant, eh bien, ils ont décidé de se former ensemble sur justement l'intelligence émotionnelle, l'hypersensibilité. Lui a pu mieux comprendre le fonctionnement de sa collaboratrice, qui trouvait très empathique, mais qui avait parfois du mal à gérer ses émotions. Et elle a aussi, grâce à lui, qui était empathique, mais qui n'était pas hyper empathique, elle a pu
réussir à mettre des limites. Et lui, il a pu s'inspirer de son empathie pour justement avoir un autre rapport avec ses administrés. Donc là, on parle d'élus, mais ça pourrait être vraiment en entreprise. C'est ce que j'appelle la gestion des talents. C'est de savoir mettre les bonnes personnes au bon endroit. Si on met un hypersensible dans de l'exécution, il va bien exécuter les choses, mais ça n'est pas forcément l'endroit où il va avoir la valeur ajoutée. L'une des pistes, justement, c'est d'aller former, d'identifier sa valeur ajoutée et de collaborer avec l'entreprise pour que ce soit une part active dans la gestion des talents. Et enfin, d'autres exemples qui sont notamment dans mon livre, donc un expert comptable d'une profession plutôt classique, qui avait vraiment identifié que son cabinet ne permettait pas d'avoir un environnement de travail suffisamment harmonieux. Donc, il a refait toute la décoration, il a investi ses collaborateurs pour créer un lieu qui est de la nature, qui permette à chacun de pouvoir être plus libre. Et donc, à partir de ce point de départ de la décoration, on a ensuite pu voir qu'il y avait plus d'idées, que ça fait évoluer l'offre du cabinet comptable. Aussi une dirigeante danseuse qui mis en place pour ses collaborateurs un séminaire dans lequel elle leur faisait vivre au travers de l'expérience de la danse un inconfort, mais qui finalement était l'inconfort qui était demandé par ces managers à leurs équipes, à savoir de s'adapter à l'imprévisibilité, d'être agile, etc. Et plutôt que d'avoir une approche mentale, elle leur a proposé une expérience corporelle, émotionnelle, pour leur faire prendre conscience que finalement, ce qu'ils demandaient à leurs collaborateurs, ils devaient le vivre et l'accepter d'abord eux-mêmes. Et elle a fait ce lien avec la danse, qui aurait pu être un autre lien, mais qui était un lien plutôt créatif et qui a permis d'avoir des déclics, des prises de conscience très tôt. Voilà, je vous ai partagé certains exemples. N'hésitez pas à en partager dans le chat qui vous concerne. Je pense qu'il y en a énormément. Ça peut être vraiment simple rapport relationnel avec un partenaire à la création d'une nouvelle offre. Les profils hypersensibles ont vraiment cette capacité à innover et qui est le résultat de toutes les caractéristiques qu'on a vues. Mais cette capacité à innover ne peut être possible que s'ils auront les clés concrètes de connaissance d'eux-mêmes et seulement aussi si l'entreprise les accompagne par ce qu'on a vu, la gestion des talents et la formation. Et donc, je conclurai par ce cercle vertueux. Tout à l'heure, on a parlé de la saturation. Si on repart du point de départ qui est l'approfondissement, l'attention approfondie aux détails, eh bien, on a une hyperstimulation, on l'a toujours, mais on va avoir un contexte professionnel qui va nous accompagner et qui va soutenir l'expression de nos idées, ce qui va créer du bien-être et de la confiance, qui va permettre d'échanger, d'avoir des idées. Et donc, là, on est dans un cercle vertueux et on passe de l'épuisement au ressourcement, à la régénération. Et comme les salariés ont besoin d'avoir des contextes professionnels qui les accompagnent, c'est hyper important justement que les entreprises prennent conscience de la valeur ajoutée des hypersensibles et les accompagnent dans leur déploiement, que ce soit au travers du contexte professionnel, mais aussi de formation et d'accompagnement des talents. Donc pour moi, je conclurai en vous disant que si vous êtes hypersensible, vous avez besoin d'avoir un pied dans le cadre et un pied en dehors du cadre, c'est-à-dire que vous êtes là pour faire le pont entre différents mondes. Le pied dans le cadre vous permet de comprendre les enjeux et le pied en dehors du cadre vous permet de faire évoluer ce cadre avec de l'innovation, de la créativité et le but de faire évoluer les choses d'une manière innovante avec des idées nouvelles qu'avec une rumination mentale qui n'est pas productive et qui a la saturation excessive. Donc voilà, j'ai fait le tour des grandes notions. On a vu ce qu'était l'hypersensibilité, ce qu'était la créativité, qu'est-ce qui permettait la créativité des hypersensibles, qu'est-ce qui en empêchait, des exemples concrets. Il nous reste quelques minutes, donc je suis à votre disposition si vous avez des questions, des partages d'informations, si vous voulez peut-être aller plus loin, que ce soit avec de la formation au catalogue, mais aussi de la création sur mesure avec des formations intra. Vous avez ici le contact de Myriam Ciotti, qui est la directrice des ventes du CNFCE, que vous pouvez contacter si vous voulez plus loin. Donc, je suis à votre écoute si vous avez des questions, des partages. Je ne sais pas, Wendy, s'il y a des questions. Là, je ne les vois pas pour le moment. Non, effectivement, il n'y a pas de question, mais je crois que vraiment vous avez été très clair. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions à les indiquer dans le chat. Aurélia pourra y répondre très simplement. Des questions, peut-être un sujet qui vous a, un exemple qui vous a marqué ou quelque chose qui n'était pas clair. Alors, n'hésitez surtout pas.
Alors là, on en a une. En tant que directrice, je cherche à masquer mon hypersensibilité car c'est perçu comme une faiblesse. Oui, et je vous comprends. Merci de le partager. C'est vrai que parler des obstacles sur la méconnaissance, mais c'est aussi la connaissance, mais le fait de ne pas assumer son hypersensibilité. Titre de mon livre, J'assume mon hypersensibilité. Là, c'est tout un cheminement personnel avant de pouvoir en parler, etc. Et questionnement plutôt personnel pour l'assumer et aussi un contexte professionnel qui peut être plus ou moins aidant et parfois pas du tout aidant. Donc là, j'ai pas assez d'informations, mais peut-être que si vous voulez préciser, et que vous avez des éléments peut-être concrets qui vous permettent de considérer que c'est perçu comme une faiblesse. Et si vous étiez libre de l'assumer, quelles seraient les forces justement qui, d'après vous, ne sont pas valorisées en tant que directrice? Alors, il y a également, merci Aurélia, il y a également un nouveau commentaire. Je n'ai pas de questions, mais je vous remercie pour cette présentation très claire. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Parfait. Effectivement, ça a été vraiment très clair. Merci beaucoup. Ah, c'est assez, comme je le disais au début, personne n'est hypersensible à sa façon. Donc, il y a tout un contexte, il n'y a pas de solution miracle, mais en revanche, il y a quand même des sujets et des choses à mettre en place pour pouvoir toucher à sa créativité, sa zone de génie finalement, et aussi de la mettre au service de son entreprise ou en tout cas de sa vie personnelle. Mais c'est vrai qu'on peut avoir pas mal d'obstacles dans un premier temps, à ne serait-ce que oser soi-même et ne pas porter trop de masques sociaux dans son milieu professionnel parce que effectivement, il y a des environnements qui sont plus propices que d'autres. Mais même si les environnements ne sont pas propices, bien sûr, il y a des échelles, hein. Même s'ils ne sont pas propices, je pense que il y a toujours force à avoir de la diversité dans la façon de voir les choses, mais après, c'est une façon de l'amener. Je vois qu'il y a une autre. Exactement. J'ai fait un burn-out important l'année dernière et je reprends le travail après un an en acceptant enfin que je fonctionne différemment. Ben, merci pour le partage. C'est vrai que quelque chose qui arrive malheureusement trop souvent, à savoir une prise de conscience du fonctionnement différent avec une modification de sa façon de faire les choses après un burn-out, parce que justement le burn-out a été le mur et l'étape de trop qui permet de comprendre ce fonctionnement et d'accepter de fonctionner différemment et de mettre en place des choses différentes. Sans que parfois on peut que les hypersensibles sont plus faibles, qu'ils ressentent trop, etc. Mais au contraire de mon expérience, ils sont très résilients. Ils ont capacité à justement suradapter et prendre sur eux, qui est presque trop grand et qui peut les amener au burn-out. Et souvent, après ce burn-out, il y a une prise de conscience, il y a des changements, il y a des limites qui sont posées. Donc, effectivement, si j'imagine que ça n'était pas du tout ce que vous souhaitiez, ça a pu aussi être un déclic pour fonctionner différemment. Donc, mettre en place, comme vous le disiez, des choses différentes. Et les burn-out arrivent aussi, alors pour tout le monde, mais soit parce qu'on n'arrive pas à écouter son corps, ses émotions, ses limites, soit aussi parce qu'on ne comprend pas son fonctionnement atypique quand on est hypersensible et qu'on continue de fonctionner avec quelque chose qui semble être la norme, mais qui ne fonctionne pas par rapport au fonctionnement d'un hypersensible. Je ne sais pas s'il y a d'autres, en tout cas pour partage, il y a d'autres questions. Ah, il y en a une qui vient d'arriver. Non, alors là, ce sont des remerciements. Merci infiniment. Je vais lire votre livre. Merci. Ah, c'est très gentil. Et pour cette présentation très intéressante, cela permet de voir l'hypersensibilité sous un prisme positif et de les valoriser en entreprise. Tout à fait. Et n'hésitez pas, voilà, à en parler autour de vous, être un petit peu les relais de cette vision, justement, en parler en entreprise et peut-être évoquer le sujet aux personnes en charge des formations, en tout cas à des collègues que vous sentez un petit peu réceptifs à cette thématique. Parce que c'est aussi comme ça qu'on peut faire changer cet état d'esprit et bénéficier aux entreprises de la créativité et des aux hypersensibles de se sentir du coup reconnus, utiles et d'avoir du sens dans ce qu'ils font en étant fait investis par leurs idées innovantes. Je pense qu'on a fait peut-être le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, partage. Alors là, je n'en ai pas, je n'ai pas d'autres questions. Et on Ok. va, c'est surtout vous que nous allons remercier. Merci infiniment, Aurélia.
Merci C'était un beaucoup, sujet Wendy. très intéressant et effectivement dont il faut parler. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre présence et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à prendre contact avec Jyoti. Merci encore pour votre présence. Exactement. Merci à tous. Le webinaire sera en replay sur notre site internet et également sur YouTube et les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à le regarder. Et merci encore une fois à vous, Aurélia, pour cette... Merci beaucoup, Wendy. Je vous souhaite à une bientôt.